Divers polluants sont émis dans nos bâtiments. Pensons d'abord au dégagement de CO2 et de vapeur d'eau pour les personnes elles-mêmes. Ensuite, nos activités dans la salle de bain et dans la cuisine notamment dégagent de grandes quantités d'humidité et parfois des odeurs désagréables. Enfin, les matériaux et le mobilier émettent eux aussi des polluants parfois toxiques à long terme. La ventilation est donc une nécessité pour le confort et la santé des occupants, mais évidemment aussi pour éviter les dégradations du bâtiment dues à l'humidité. L'installation d'un système de ventilation est d'ailleurs obligatoire pour les logements neufs. Dans le passé, l'air de nos maisons était principalement renouvelé via les fuites dans l'enveloppe du bâtiment. L'utilisation de chauffage local non étanche participait également au renouvellement de l'air via le tirage des cheminées. Mais le renouvellement de l'air par ces fuites n'est pas du tout une bonne solution. On comprend que des fuites importantes peuvent engendrer des courants d'air, source d'inconfort pour les occupants. Ces fuites ont un effet néfaste sur la consommation énergétique du bâtiment car elles génèrent des pertes de chaleur très importantes. Même dans un bâtiment globalement peu étanche à l'air, on peut avoir une qualité d'air tout à fait insuffisante. Un problème est que les fuites sont réparties au hasard et qu'il y aura toujours bien un local ou l'autre dans lequel il n'y aura pas du tout d'infiltration d'air. Un autre problème, c'est qu'en fonction du vent et des différences de température, on aura parfois des très grands débits d'infiltration et parfois rien du tout. Enfin, les flux d'air anarchiques vont permettre une dispersion des polluants et des odeurs dans la maison au lieu de les évacuer directement vers l'extérieur. Mais n'oublions pas que la ventilation s'inscrit dans un contexte plus large. Il y a 3 notions tout à fait indissociables. L'isolation thermique, l'étanchéité à l'air et la ventilation. L'isolation thermique est évidemment incontournable pour atteindre de bonnes performances énergétiques. L'étanchéité à l'air des bâtiments est également de plus en plus importante. Et enfin, un renouvellement de l'air efficace ne peut se faire qu'avec un système de ventilation contrôlé. Mais un système de ventilation, qu'est-ce que c'est? L'air neuf extérieur est amené dans les espaces de vie, dits espaces secs, tels que le living et les chambres par exemple. L'air vicié, quant à lui, est évacué des espaces dits humides où la pollution est généralement plus importante, tels que la cuisine et la salle de bain notamment. Les deux vont de pair. Pour un bon fonctionnement, il y aura toujours d'une part une amenée d'air neuf et d'autre part une évacuation d'air vicié. Un transfert de l'air est alors nécessaire depuis les espaces secs vers les espaces humides. Dans la réglementation, on distingue 4 types de systèmes de ventilation, selon que l'air est transporté de façon naturelle grâce au vent ou aux différences de température, ou mécanique au moyen d'un ou plusieurs ventilateurs. Dans un système A, système de ventilation naturelle, autant l'amener que l'évacuation de l'air se fait de manière naturelle. L'air neuf est amené dans les espaces secs, généralement via des grilles dans les châssis. Il transite ensuite vers les espaces humides via des ouvertures de transfert. Là, l'air vicié est évacué par des conduits verticaux qui débouchent au-dessus de la toiture. À l'autre extrême, dans le système double flux, système D, autant l'amenée d'air neuf que l'évacuation de l'air vicié se fait mécaniquement grâce à des ventilateurs. Pour le système C, seule l'extraction est mécanique et dans le système B, seule l'alimentation est mécanique. Chacun de ces systèmes présente ses avantages et ses points faibles. À chacun de choisir le système le mieux adapté à chaque projet particulier. Le système D avec récupération de chaleur présente néanmoins de sérieux avantages. Il apporte un débit contrôlé mécaniquement dans chacune des pièces, limite le risque de courant d'air froid et permet de récupérer une partie de la chaleur. Avec chacun de ces systèmes, il est également possible d'avoir divers capteurs, pour l'humidité ou le CO2 par exemple, qui permettent d'ajuster les débits plus ou moins en fonction des besoins. C'est la ventilation à la demande. La ventilation à la demande permet dans une certaine mesure de faire des économies d'énergie. Mais attention quand même qu'un débit minimum est toujours nécessaire et que donc il faudra trouver un bon compromis entre les économies d'énergie et la qualité d'air. Une fois le type de système choisi, comment réussir une bonne conception de base?
Pour les logements, la réglementation PEB se base principalement sur la norme NBN D50001. Les infofiches PEB, accessibles sur le portail énergie du CSTC, sont un complément d'informations utiles à ce sujet. Comme point de départ, on va calculer le débit minimum fixé par la réglementation pour chaque local en fonction de sa destination et de sa surface au sol. On va ensuite fixer les débits de conception, éventuellement un peu plus élevés que les débits minimums, en faisant attention, certainement dans le cas de la ventilation double flux, à équilibrer les débits entre l'alimentation et l'extraction. En pratique, il est souvent nécessaire de prévoir un débit d'extraction supplémentaire, soit dans des locaux où il n'y a pas d'exigence, tels qu'un débarras, un couloir, soit en augmentant le débit d'extraction dans les espaces humides. Ensuite, pour tous les systèmes mécaniques, le concepteur doit prévoir l'emplacement du groupe de ventilation qui sera de préférence dans le volume protégé du bâtiment et relativement central par rapport aux locaux à desservir, tout en limitant la longueur des conduits de et vers l'extérieur. Pour éviter de réaspirer de l'air vicié venant d'une cheminée ou simplement du rejet de la ventilation, il faut prévoir une distance suffisante entre la prise d'air neuf et les différents rejets d'air vicié. Une solution efficace parmi d'autres est de prélever l'air neuf en façade et de rejeter l'air vicié au moins 2 mètres plus haut sur une autre paroi, en toiture par exemple. Pour les ouvertures d'alimentation naturelle des systèmes A et C, il faut également prévoir une distance suffisante par rapport à tous les rejets d'air viciés. Pour le confort acoustique, le groupe de ventilation sera installé de préférence dans un local technique fermé. Une place suffisante sera également réservée pour l'installation d'au moins un silencieux sur chaque branche principale, et ce pour tous les systèmes mécaniques. On pensera également à l'emplacement des différentes bouches et ouvertures de ventilation pour une répartition optimale de l'air dans chaque pièce. Enfin, les bouches de ventilation mécanique doivent être placées dans le plan d'une surface plane et à une distance minimum des parois adjacentes, murs et plafonds éventuels. Cela facilitera la mesure et le réglage des débits. Tout ceci a évidemment des conséquences sur l'espace à réserver pour les conduits et le groupe de ventilation, et ce, dès la phase conception. C'est dès l'esquisse qu'il faut commencer à réfléchir, à voir où positionner non seulement le groupe, mais également les gaines de circulation verticale pour permettre d'aller aux différents espaces de l'habitation. On arrive à rationaliser tout ce qui est tracé des gaines, distribution, reprise. Dès la phase de conception également, le choix de certains composants peut avoir un impact important sur la suite. Le choix du type et du diamètre de conduit pour les systèmes mécaniques, par exemple, pour limiter les pertes de pression et la consommation électrique, mais aussi pour limiter la production de bruit, la vitesse de l'air sera limitée à environ 2 mètres par seconde, au moins pour les conduits terminaux. Un diamètre de 125 mm correspond par exemple à un débit maximum de 90 mètres cubes par heure. On choisira de préférence des conduits rigides cylindriques aux parois intérieures lisses et avec raccord étanche à l'air. Par exemple, des conduits métalliques avec double joint sont une bonne solution, ou encore des conduits semi-flexibles pour autant que le diamètre soit suffisant. Pour les alimentations naturelles, si les bruits extérieurs sont importants, des grilles avec atténuateur acoustique sont généralement nécessaires pour assurer un confort acoustique suffisant. Pour les évacuations naturelles, la plus grande difficulté concerne l'emplacement et l'espace réservé pour les conduits. Ils doivent être principalement verticaux depuis le local jusqu'au débouché en toiture, situés le plus près possible du faîte. De plus, une section minimum est prescrite. Les étapes suivantes, dimensionnement détaillé et montage, ne sont pas abordées en détail dans cette vidéo. Rappelons néanmoins que le placement de certains composants par d'autres personnes nécessite une bonne coordination des différents corps de métier. Évidemment, nous, on ne va pas faire tout ce qui est menuiserie, c'est-à-dire les orifices de transfert au niveau des portes ou les orifices d'arrivée d'air dans les châssis pour un système simple flux, ce genre de choses, malheureusement, nous ne réalisons pas. Ce qui se passe aussi, si jamais on travaille avec une prise d'air ou un rejet d'air en toiture, nous, on fournira l'élément de toiture, mais on ne peut pas l'installer sur la toiture. Pourquoi? Parce que malheureusement, on n'est pas assuré pour ce genre de choses. Veiller à la propreté du système de ventilation pendant le chantier est également l'affaire de tous.
Pour éviter l'encrassement, nous, ce qu'on fait sur nos installations, nous bouchonnons toutes les tuyauteries en attente. Bon, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut que les différents corps de métier qui vont défiler sur ce chantier sachent ce qu'est une installation de ventilation et se rendent compte que si nous, on a bouchonné, c'est pas juste pour décorer, il y a une raison, je vais dire. À la fin de l'installation, la mise en route du système est une étape capitale. En ventilation mécanique, le réglage des différentes bouches et du ventilateur est nécessaire pour obtenir le débit souhaité dans chaque local. Une mesure du débit effectivement obtenu au niveau de chaque bouche est nécessaire. Une procédure itérative doit être suivie rigoureusement car l'ouverture ou la fermeture d'une bouche modifie aussi le débit dans les autres bouches. La position de réglage définitive doit être fermement bloquée par l'installateur. Idéalement, on mentionnera la position de réglage et le nom du local sur la bouche elle-même pour pouvoir remettre chaque bouche à la bonne place après des travaux de peinture, par exemple. Un système de ventilation correctement conçu et installé, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Il doit également être correctement utilisé et entretenu. On veillera à transmettre à l'utilisateur final toutes les informations sur l'utilisation du système de ventilation et sur son entretien par un professionnel ou par l'utilisateur lui-même. Un entretien régulier des différents systèmes de ventilation est nécessaire. Nettoyage des ouvertures d'alimentation naturelle, nettoyage des bouches de pulsion et d'extraction des systèmes mécaniques. Pour le système B et D, remplacement des filtres au moins une fois par an, par exemple au début de l'hiver. Les filtres devront également être régulièrement nettoyés pour éliminer les poussières accumulées et limiter ainsi une augmentation des pertes de pression. Les ventilateurs de tous les systèmes mécaniques nécessitent également un entretien. Enfin, un nettoyage des conduits de tous les systèmes, autant naturels que mécaniques, est à prévoir à plus long terme. En résumé, il faut retenir qu'une bonne ventilation est nécessaire pour le confort et la qualité de l'air. Dès la phase de conception du bâtiment, des décisions importantes sont à prendre. Choix du système, emplacement du groupe de ventilation, type de conduit, espace réservé pour les conduits, emplacement des ouvertures de ventilation. Une bonne coordination entre le concepteur du bâtiment, l'installateur ventilation et les autres intervenants est donc nécessaire. Maintenant qu'on a des enfants, c'est rassurant de se dire que l'air est renouvelé naturellement sans qu'on doive y penser, sans qu'on doive penser à ouvrir une fenêtre. Ça se fait en permanence.